Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler métiers, études et rencontres. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les études. Aujourd'hui est une émission spéciale durant laquelle nous serons accompagnés d'une invitée. Voici Agnès qui arrive, archéologue. Bonjour. Bonjour Marion. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Agnès Carive et donc moi je travaille dans la transmission de connaissances scientifiques autour de l'archéologie en animant des ateliers pour les enfants et les adolescents principalement. Donc d'une part, voilà, je fais de l'animation scientifique et d'autre part, je travaille également sur le terrain puisque je participe à plusieurs fouilles qui concernent le Paléolithique supérieur dans le Var et dans la vallée du Rhône. Et du coup, pour en arriver là, qu'est-ce que ça a été son cheminement d'études à peu près ? Je pense que moi, je me suis toujours intéressée à la préhistoire depuis l'enfance, en sachant que, je pense que c'est important de situer aussi que je viens d'une famille où c'est des choses qui intéressaient à la fois mes grands-parents, ou voilà, donc il y a un contexte social et culturel qui a certainement favorisé l'accès à ce genre de passion. Et je pense que quand j'étais petite, je m'intéressais à la préhistoire parce que j'avais plutôt envie de devenir préhistorique plutôt que d'être archéologue, avec du coup tout le lot de clichés un peu enfantins sur la vie sauvage. J'étais assez passionnée de l'histoire de Victor de l'Aveyron, qui est du coup ce qu'on appelle un enfant sauvage. Il y a eu un film de François Truffaut dessus que je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Donc voilà, je pense que je me suis intéressée à la préhistoire avec ce lot de clichés. Et puis en grandissant, je veux dire, après, on était dans les années 90-2000, donc il y a tout, Lara Croft et Tomb Raider, et tu vois, un peu la fascination de l'Antiquité, en particulier de l'Égypte. Et voilà, de sorte à ce que je me suis dit que peut-être qu'archéologue, c'était un métier qui me plairait. Puis on m'en a largement dissuadée au lycée et au collège en me disant mais archéologue, il faut un bac scientifique, ce qui est absolument faux, hein. La plupart des archéologues passent par une formation en histoire de l'art ou en histoire. Mais évidemment, c'est intéressant d'avoir un bagage scientifique également, mais bon. Et du coup, par esprit de contradiction, j'ai fait des études en sociologie et en ethnologie, ce qui n'est pas du tout moins bouché que l'archéologie. Et puis finalement, c'est par le biais de l'ethnologie que j'ai pu raccrocher avec l'ethnologie appliquée à la préhistoire, ou l'ethno-archéologie. Et alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, tu peux expliquer vite fait ce que c'est l'anthropologie, l'ethnologie, les différences un petit peu entre les deux ? Ouais, alors d'une manière... Alors, nous, ce qu'on nous avait dit à la fac, mais qui est une vision apparemment un peu formelle, un peu ancienne, c'est l'idée que l'anthropologie, c'est le fait de dégager des lois de portée générale sur l'humanité. L'ethnologie, c'est le fait de monter en analyse sur un peuple donné ou une culture donnée, ou voilà. Et l'ethnographie, c'est le travail de terrain, donc d'observation et de participation au contact du peuple qu'on étudie. Donc ça, c'est ce que j'ai appris à la fac, et le cours immédiatement après celui-ci, on a un autre prof qui nous a revu ces définitions en nous disant non mais tout ça c'est un peu arriéré. Aujourd'hui, les jeunes chercheurs, ils ont plutôt tendance à se revendiquer socio-anthropologues parce qu'en fait, on a des terrains d'études qui sont croisés entre la sociologie et l'ethnologie, et que les deux méthodes s'interpénètrent, quoi. Ouais, donc en fait, automatiquement, en fait, c'est toujours un croisement de connaissances qui permet... Après, tu les appliques du coup sur l'âge de la préhistoire, en gros. Ouais, voilà, si tu veux, c'est ça. En gros, l'idée de l'archéologie, de l'ethnologie préhistorienne, pour dire ça comme ça, c'est d'une part de regarder parmi les peuples. Donc, par exemple, si tu vas t'intéresser au Paléolithique, on sait qu'on est sur des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et donc, ça va être de regarder
parmi les peuples de chasseurs-cueilleurs actuels ou qui ont été documentés au cours du 19e, 20e siècle, les manières dont ils vont s'organiser, les manières dont ils vont produire des objets techniques, qu'est-ce qu'on connaît de leur vie matérielle, quotidienne, mais aussi de leur vie idéale, symbolique, de leur manière de s'organiser en tant que groupe, en tant que réseau familial, tout ça, et donc de pouvoir faire des inférences, en quelque sorte, sur ce que sont les sociétés du passé, comment elles pouvaient s'organiser, et à travers les vestiges matériels qu'on a, qui restent à notre accès, en sachant que y a énormément d'invisibles et il y a énormément de biais d'interprétation qui peuvent être liés au fait que y a beaucoup de matériaux qui se dégradent et que typiquement le monde des idées il est pas forcément visible matériellement. Donc on a assez peu d'informations pour essayer de reconstituer l'ensemble de la vie des sociétés du passé, quoi. Ouais, c'est beaucoup en fait de suppositions et d'imagination sur base de faits réels et de découvertes physiques. Un peu. Alors, j'espère que non. Et bah après, en général, les suppositions peuvent se révéler être vraies. Enfin, comment expliquer? Alors, en fait, j'ai l'impression que les chercheurs qui travaillent sur les sociétés préhistoriques, notamment, essayent de pas dire trop de bêtises. Alors, je traite la préhistoire comme un cas à part parce que par ailleurs, on n'a pas l'une des définitions qu'on donne, hein, c'est qu'on n'a pas de source écrite. Ouais. Et que du coup, c'est peut-être plus difficile de croiser. On va dire que sur des sources écrites, tu vas pouvoir avoir le même événement décrit de plusieurs points de vue Oui, et essayer d'avoir du c'est contexte. ça. Quand tu n'as que le matériel archéologique et une société dont on n'a gardé aucune mémoire, c'est effectivement, tu vas pouvoir te baser sur... Alors, il y a plein de métiers dans l'archéologie, hein, donc tu vas pouvoir Ouais. tu vas... Enfin, comment dire, je pense que les chercheurs essayent d'être prudents à pas dire tout ce qui leur passe par la tête parce qu'ils aimeraient bien que ce soit ça qui se passe. Oui, oui, bien sûr. Du coup, est-ce que tu peux... Après tout ce que tu as dit, ça donne un petit peu des idées, mais est-ce que tu peux expliquer ton métier rapidement, en quelques mots, ou en beaucoup de mots? Ok. Alors, moi, j'ai 2 métiers qui sont parallèles à l'archéologie. Je suis pas à proprement parler archéologue, ou en tout cas, je me revendiquerai pas comme ça parce que je me sens pas la légitimité de dire ça. Ouais. Mais je suis d'une part donc animatrice scientifique, ce qui est en fait un travail de médiation, mais avec l'angle d'attaque de l'éducation populaire, pour dire ça comme ça. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que ça consiste à travers des ateliers, transmettre à des enfants, des adolescents, puisque je travaille essentiellement avec le jeune public, Ouais. des savoir-faire préhistoriques et aussi les métiers de l'archéologie. Donc moi, mes objectifs, en quelque sorte, à travers ce métier-là, c'est de pouvoir donc s'approprier des savoir-faire qui peuvent être aussi des savoir-faire... récent, populaire, donc de valoriser quelque chose dont, par exemple, je pense par exemple à la vannerie. Ouais, c'est à c'est ça que je quelque chose pensais aussi. Pardon ? C'est à ça que je pensais aussi, à la vannerie. J'étais en train de Voilà, ça fait d'imaginer partie des savoirs essentiellement populaires quand même, dont on va pouvoir avoir la mémoire, soit de nos grands-parents, soit parce qu'on s'y intéresse et qu'on pratique ça soi-même, mais qui sont des techniques qui sont pour le coup utilisées dans le monde entier et aussi loin qu'on puisse le démontrer, quoi. Ok. Donc voilà. Après, ce qui m'intéresse également, c'est de transmettre plutôt la méthode scientifique, pas donc d'une manière de vulgarisation descendante où je suis la sachante et j'enseigne, mais plutôt d'une manière participative où l'idée c'est de pouvoir stimuler un peu la réflexion, les interrogations, formuler des hypothèses, ce genre de choses, et donc formuler des hypothèses et avoir des idées de comment monter une expérience. Donc voilà, on va dire toute la méthode expérimentale.
Donc ça, c'est un peu mes 2 axes, parallèles, mais aussi avec, voilà, avec la découverte, des environnements et de leur évolution et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, de leur préservation. Donc voilà, pour les ateliers et d'autre part, donc je fais quand même, de l'archéologie sur le terrain Mmh. puisque je participe à des chantiers et là mon quotidien, c'est de participer à la fouille, et au travail de post-fouille. Donc en gros, sur un chantier, tu vas avoir de manière générale, un temps où tu vas fouiller. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on en a de gratter la terre, mettre à jour du matériel archéologique, prendre, plein de photos et ensuite enlever tous les objets un par un en enregistrant, leur position dans l'espace avec un tachéomètre. Ensuite, tu vas tamiser le seau de sédiments, puisque quand tu vas enlever de la terre, tu vas considérer que c'est tout à fait possible qu'à la fouille, tu n'aies pas vu passer des tout petits éléments. Donc ces éléments-là, on va tamiser notre seau de la terre qu'on a enlevée, la tamiser en fonction des sites, soit à sec, soit à l'eau, pour enlever toute la terre et conserver les petits éléments au-dessus d'une certaine taille, donc au-dessus de 2 mm, 4 mm, ça va dépendre des protocoles. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on appelle donc les refus de tamis, les petits éléments qui restent dans le tamis une fois qu'on a fini l'opération de tamisage, on va ensuite les analyser, enfin les trier plus exactement en post-fouille. Donc ça va être essentiellement du travail de tri pour savoir à quel spécialiste on va envoyer. Tu vois, un bout d'os, on va l'envoyer à un archéozoologue, un bout de poterie à un céramologue, etc. Les charbons à un anthracologue. Hein. Et donc pour savoir ce qu'ils peuvent, eux, nous apprendre sur le site avec ces petites choses. Et ça, ce sera ensuite un travail d'étude qui est un travail de longue haleine, hein, puisqu'on publie en gros un mémoire, un rapport tous les ans sur donc, le responsable d'opération, hein, donc pas moi en l'occurrence. Le responsable d'opération publie tous les ans un rapport sur ce qu'a donné la fouille et ce qu'il faut anticiper pour l'année d'après, s'il y a suffisamment de potentiel pour fouiller sur plusieurs années. Et ça, j'ai pas précisé, pardon, que c'est dans le cadre de fouilles préventives. Il y a également les fouilles programmées de l'INRAP, donc de l'INRAP et maintenant de différentes sociétés privées, qui ont d'autres fonctionnements. Mais donc voilà, donc moi je travaille sur le terrain, je participe pas à la création du rapport et à l'étude du matériel à l'année. En revanche, la mission que j'ai en plus, c'est de gérer l'intendance du chantier. Donc en quelque sorte, mon deuxième métier, c'est d'être intendante. Et ça, pour le coup, c'est tout simplement le fait de s'assurer du bon fonctionnement de la vie collective, donc notamment en allant faire les courses, en s'assurant que les lieux de vie soient agréables. Et donc finalement, ça rejoint un peu l'animation dans la mesure où c'est s'organiser en collectif de sorte à ce que chacun soit à l'aise dans le monde social qu'il occupe, quoi. C'est pas mal de logistique, quoi, quand même. C'est pas mal de logistique. Après, moi, c'est un métier que j'aime beaucoup et qui est en fait super important, qui est pas... c'est un peu à l'image du travail domestique qui a longtemps été déclassé parce que déjà essentiellement féminin et puis... voilà, mais donc un peu à l'image du travail domestique, en fait, c'est un vrai travail et c'est important qu'il soit valorisé, reconnu et qu'il soit salarié, quoi. Voilà. C'est l'instant militant. Et du coup, comment est-ce qu'on trouve son terrain de fouille? Est-ce que c'est pas quelque chose d'anodin? Moi, les premières fouilles que j'ai faites, en tout cas, je les ai trouvées en allant chercher sur le ministère de la Culture et un peu au petit bonheur la chance, je suis tombée sur le site archéologia.be, qui est du coup un site belge, mais qui recense énormément de chantiers de fouilles, donc qui publie un peu des petites annonces, pour dire ça comme ça, pour participer bénévolement à des chantiers de fouilles, donc là, de fouilles programmées. Ok. Ensuite, je sais que moi, bon, j'ai fait des fouilles sur différentes périodes, mais je sais que j'ai quand même des périodes de prédilection. Donc, je sais que je vais affiner par période par rapport aux problématiques que moi, je me posais à l'époque où je faisais un mémoire avec un sujet de recherche sur le paléolithique supérieur. Et donc,
je sais que j'ai ciblé, voilà, par exemple, le site sur lequel je travaille dans le Var, j'avais un intérêt à comprendre ce qui se passait dans les Préalpes au Paléolithique supérieur et à travailler avec des gens qui avaient une approche donc pétro-archéologique, c'est-à-dire regarder le type de matériaux dont est fait le silex, donc pour savoir d'où il vient. Pardon, je divague. Non, mais il n'y a pas de problème. Ok. Donc voilà, ensuite j'ai ciblé comme ça. Et puis après, ce qui me paraît important, c'est aussi de dire que si tu as le projet de faire des études en archéologie, ou c'est important de lire des papiers et de comprendre quels chercheurs travaillent sur quelles problématiques de recherche pour savoir qui contacter et avoir une idée de... Donc c'est important d'avoir, à mon avis, une pratique diversifiée. Parce que tu vas pas fouiller du tout de la même manière un site médiéval, un site du Paléolithique, en plein air, en grotte, avec des bâtiments, sans bâtiments, bon, etc. Les protocoles de fouille vont être très très différents dans chaque contexte. Donc voilà, si tu veux être archéologue, c'est bien d'avoir vu un peu tout. Et par contre, si toi, tu as un sujet de recherche qui t'intéresse particulièrement, c'est aussi important de savoir de qui tu vas t'entourer et donc de comprendre quels sites sont intéressants par rapport à tes problématiques, quoi. C'était un peu ma dernière question, c'est donc quels sont les conseils, enfin tes conseils pour une personne voulant faire des études en archéologie? Alors, ça va peut-être pas être des conseils super réjouissants, mais ça reste, c'est des conseils que moi j'aurais bien aimé entendre. Donc voilà. La première chose, je dirais, c'est que c'est hyper important. En fait, le monde de la recherche, c'est hyper important que la recherche, elle soit collective. Il n'y a pas d'avancée scientifique. L'histoire des grands hommes qui font des grandes découvertes, tout ça, ça n'existe pas. C'est des collectifs de chercheurs qui réfléchissent ensemble. Et c'est parce qu'on est plusieurs et qu'on a plusieurs cerveaux qui fonctionnent ensemble qu'on arrive à faire émerger des nouvelles problématiques, à analyser plus efficacement. Donc, de ce fait, c'est hyper important d'avoir une démarche, à mon avis, d'entraide avec ses camarades étudiants. Parce que ensemble vous réfléchissez mieux. C'est juste, c'est simplement numérique. Et aussi parce que c'est des métiers dans lesquels il peut y avoir énormément de pression. On sait que le taux de maladie mentale chez les étudiants en doctorant et chez les étudiants en doctorat et chez les étudiants en master sont quand même un peu plus élevés que dans la moyenne des métiers. Donc, il faut aussi s'entraider tout simplement pour se rendre la vie plus agréable les uns aux autres, à mon sens, et pour lutter contre l'isolement qu'on peut sentir dans ces périodes de travail qui peuvent être très solitaires et très intensives. De la même manière, ça me paraît important... si tu as un sujet de recherche préétabli, que tu sais depuis toujours que c'est exactement ça que tu veux étudier, c'est très bien. Mais ça vaut le coup d'être sûr que tu t'entoures de gens avec qui tu t'entends bien. Parce que c'est important de pouvoir communiquer avec la personne qui va diriger ton mémoire, qui va encadrer ta thèse, parce que vous allez avoir factuellement une relation assez proche. Et donc voilà, si ça vire en micromanagement et en choses où tu te sens pas du tout à l'aise, ça va vraiment te mettre en danger, ton sujet de recherche, mais ça va te mettre ta propre santé mentale en danger, et ça, c'est pas acceptable. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est précisément important de se souvenir que l'archéologie, c'est un métier, la recherche d'une manière générale, et l'archéologie, c'est un métier avant tout. Participer à la science, c'est génial, et c'est hyper important de le faire, mais ça mérite pas qu'on y sacrifie sa santé mentale. Et voilà, il y a pas de... C'est pas des métiers où il y a une réelle... comme dans le monde social en général, il n'y a pas que du mérite et celui qui travaille le plus qui va le mieux s'en sortir. Il y a plein de facteurs environnementaux qui vont te donner des prédispositions, un certain nombre de capitaux ou de difficultés. Et on n'est pas du tout tous égaux par rapport à ça, et donc il faut faire assez attention à prendre soin de toi. Et il y a d'autres manières de participer à la science si on n'est pas calibré, si on n'est pas calibré pour ça, si c'est trop difficile pour nous et que ça nous met en danger, ça n'en vaut pas le coup.
Voilà. Voilà. Voilà, mais sinon, c'est un métier qui est super. Moi, je retourne tous les ans sur le terrain avec énormément de plaisir, mais aussi parce que je travaille avec des équipes de personnes avec qui je m'entends très bien et pour qui j'ai beaucoup d'estime scientifique. Et voilà, et tous ces aspects-là, ils sont géniaux et il faut évidemment pas les sous-estimer. Mais voilà. Allez, une petite question positive pour la route. C'est quoi ton meilleur moment dans la recherche? Alors, mon meilleur moment dans la recherche, ça va paraître anodin, mais en fait, c'est super important. C'est tous les moments informels où on n'est pas réellement sur le terrain, mais où on est entre personnes qui ont un intérêt pour la science ou qui sont chercheurs, et qui discutons juste de manière informelle d'un sujet ou d'un autre. Et voilà. Et en fait, ces temps de discussion, autour d'un verre, autour de peu importe, c'est des temps où on stimule vachement son intellect, son esprit critique, où on stimule vachement son analyse et où on a vachement d'occasion de remettre en question tout ce qu'on croit savoir en le confrontant aux idées des autres, quoi. Et ça, c'est hyper important pour se faire avancer soi et et puis encore, comme je disais, parce que c'est un travail collectif. On peut pas réfléchir tout seul dans son coin, ça marche moins bien que de réfléchir à plusieurs. Et si on réfléchit à plusieurs et en plus en se marrant, ça marche quand même vachement bien, quoi. Ça marche mieux, ouais. Bah écoute, merci Agnès d'avoir passé ce temps avec nous. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. Oh, mais je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Super. Bien cachés sous le sable, se cachent parfois les petits esprits qui découvrent les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sols nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.